Mon médecin a dit que j'étais trop jeune pour ce diagnostic. Puis le cancer est apparu au scanner, et il était déjà au stade 4. La douleur a commencé 3 mois, avant que quiconque ne me prenne au sérieux. Cela a débuté par une douleur sourde dans le bas du dos que j'ai mise sur le compte d'une mauvaise posture, à force d'être penchée sur mon ordinateur portable pendant mes examens finaux. J'avais 24 ans, je travaillais à mon premier vrai poste de comptable junior dans un cabinet de taille moyenne à Seattle. Et je m'étais convaincue que la vie d'adulte faisait juste mal parfois. Tout le monde se plaignait de maux de dos dus au travail de bureau. J'ai acheté un coussin de soutien lombaire et j'ai essayé de ne pas y prêter attention. Mais dès la 2e semaine, la douleur s'était propagée à mes hanches et le long de ma jambe gauche, vive et électrique, comme si quelque chose pinçait un nerf. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Vernon Hastings, le médecin généraliste que mon assurance m'avait assigné lors de mon emménagement en ville 6 mois plus tôt. Son cabinet sentait le désinfectant et le café éventé, et il m'a fait attendre 40 minutes après l'heure de mon rendez-vous. Quand le docteur Hastings m'a finalement appelé, il n'a pas levé les yeux de son ordinateur pendant que je décrivais mes symptômes. Je lui ai parlé du mal de dos, de la douleur à la jambe, de la façon dont cela me réveillait la nuit maintenant, et comment les analgésiques en vente libre ne faisaient presque plus rien. Il tapait des notes avec 2 doigts et m'a demandé si j'avais fait plus d'exercices que d'habitude. J'ai répondu « Non, en fait moins, parce que la douleur rend les mouvements difficiles ». Il m'a enfin regardé, et son expression était déjà dédaigneuse avant même que j'aie fini de parler. « Vous avez 24 ans. À votre âge, c'est presque certainement musculaire. Probablement une élongation due à une mauvaise ergonomie ou au stress. Le corps manifeste la tension de manière physique. Avez-vous été soumise à un stress inhabituel ces derniers temps? Je voulais dire que oui, emménager seule dans une nouvelle ville, commencer un emploi exigeant, essayer de construire une vie d'adulte à partir de zéro était stressant, mais que cela n'expliquait pas pourquoi j'avais l'impression que mon dos était broyé dans un étau. Le docteur Hastings m'a prescrit des relaxants musculaires et de la physiothérapie, me tendant les documents d'orientation sans m'examiner au-delà de la vérification de mes réflexes avec un petit marteau. Il a déclaré que la plupart des douleurs dorsales chez les jeunes adultes se résolvaient d'elles-mêmes en 6 semaines et que la chirurgie et l'imagerie n'étaient réservées qu'aux cas qui ne s'étaient pas améliorés avec un traitement conservateur. Quand j'ai demandé si nous devions faire une radiographie ou une IRM, juste pour écarter tout problème grave, il a littéralement ri. Ce serait un excès massif pour quelqu'un de votre âge avec une douleur dorsale mécanique de base. Ces examens sont coûteux et ils ne montreraient probablement rien. L'assurance ne l'approuverait même pas sans avoir essayé la thérapie physique d'abord. Vous êtes trop jeune pour avoir quoi que ce soit de grave à la colonne vertébrale. Faites-moi confiance, je fais ça depuis 30 ans. L'assurance dans sa voix m'a fait me sentir stupide d'avoir posé la question comme si j'étais hypocondriaque, lui faisant perdre son temps avec des plaintes insignifiantes. J'ai pris les ordonnances et je suis partie, me sentant embarrassée de m'être inquiétée pour rien. La thérapie physique a tout aggravé. La thérapeute, une femme joyeuse nommée Alicia, qui passait de la musique pop pendant les séances, me faisait faire des étirements et des exercices de gainage qui me donnaient l'impression que quelque chose se déchirait à l'intérieur de moi. J'ai essayé d'expliquer que les mouvements faisaient mal. Pas la bonne douleur des muscles qui travaillent, mais un type de douleur profonde et anormale qui me donnait la nausée. Alicia a dit que c'était normal, que mes muscles étaient probablement très tendus et avaient besoin d'être assouplis. Elle a augmenté l'intensité des exercices. Après chaque séance, je rentrais chez moi et je restais allongée sur le sol de mon appartement, incapable de bouger pendant des heures, les larmes coulant sur mon visage à cause de la douleur. J'ai appelé le cabinet du docteur Hastings à 2 reprises pour signaler que la thérapie physique aggravait les choses. Mais son infirmière a dit de donner plus de temps, que parfois les choses empiraient, avant de s'améliorer. Elle a augmenté mon dosage de relaxants musculaires par téléphone sans me faire venir. Au 2e mois, je ne pouvais plus dormir plus d'1 heure d'affilée.
La douleur me réveillait constamment, cette douleur profonde et broyante qui irradiait de ma colonne vertébrale inférieure à travers mon bassin et le long de mes deux jambes. Maintenant, je commençais à manquer le travail parce que je ne pouvais physiquement pas rester assise à mon bureau pendant 8 heures. Ma superviseure, Courtney, m'a prise à part et m'a demandé si tout allait bien à la maison, si j'avais des problèmes personnels parce que mes performances avaient chuté de manière significative. J'ai essayé d'expliquer la douleur, les rendez-vous médicaux et la thérapie physique qui n'aidaient pas, mais je pouvais voir du scepticisme dans ses yeux. Elle a suggéré que je devrais réfléchir à si j'étais vraiment prête pour les exigences de ce poste, ou si je serais être plus heureuse dans un environnement moins stressant. L'implication était claire. Reprenez-vous ou nous trouverons quelqu'un d'autre. Je suis retournée au cabinet du docteur Hastings, désespérée, et j'ai exigé qu'il me prenne au sérieux. Cette fois, il a fait un examen physique plus approfondi, appuyant sur ma colonne vertébrale, testant mon amplitude de mouvement, m'observant marcher. Il a ordonné des analyses de sang pour vérifier les marqueurs inflammatoires et m'a programmé pour une radiographie de la colonne lombaire. La radiographie est revenue montrant quelques changements dégénératifs mineurs qui, selon lui, étaient en fait assez courants, même chez les personnes de mon âge, rien qui n'expliquait la gravité de mes symptômes. Les analyses de sang étaient normales. Le docteur Hastings m'a fait asseoir et a dit que nous devions discuter de la possibilité que ma douleur est une composante psychologique. Il m'a interrogé sur mes antécédents de santé mentale, si j'avais souffert de dépression ou d'anxiété, si j'avais un passé de traumatisme. Quand j'ai dit que j'avais vu un thérapeute à l'université pour un stress classique, mais rien de majeur, il a hoché la tête comme si cela confirmait quelque chose. La douleur chronique, sans résultat physique clair, a souvent des origines psychosomatiques. Cela ne signifie pas que la douleur n'est pas réelle, mais que la source réside dans la façon dont votre cerveau traite les signaux de douleur, et non dans des dommages structurels à votre corps. Il m'a orienté vers un psychologue de la douleur et m'a prescrit des antidépresseurs à faible dose, expliquant qu'ils pouvaient aider à la perception de la douleur même chez les personnes qui n'étaient pas déprimées. J'ai pris l'orientation et l'ordonnance, mais quelque chose dans mes tripes me criait que c'était faux. La douleur n'était pas dans ma tête. Elle était réelle, physique, s'aggravant chaque jour. Je pouvais à peine marcher maintenant sans que ma jambe gauche ne se dérobe. J'avais commencé à utiliser une canne achetée en pharmacie, et j'avais 24 ans, boitillant comme la grand-mère de quelqu'un. Mais le docteur Hastings était l'expert, il avait fait des analyses de sang et des radiographies et n'avait rien trouvé. Peut-être avait-il raison. Peut-être que je me faisais cela à moi-même sans m'en rendre compte. La psychologue de la douleur, la Dre Ramona Hughes, était gentille mais finalement inutile. Elle m'a appris des exercices de respiration et des techniques de pleine conscience, m'a fait tenir un journal de la douleur pour suivre les déclencheurs et les états émotionnels. Rien de tout cela n'a aidé parce que le déclencheur était simplement d'exister et l'état émotionnel était la terreur que quelque chose de grave n'aille pas et que personne ne m'écoute. À 3 mois, je me suis réveillée un matin et je ne sentais plus mon pied gauche. L'engourdissement allait et venait depuis des semaines, mais là, c'était différent. Une perte totale de sensation, comme si mon pied avait été déconnecté de mon corps. J'ai essayé de me lever et je suis immédiatement tombée, ma jambe s'effondrant sous moi. J'ai appelé le 911 depuis le sol de ma chambre, et les ambulanciers qui ont répondu m'ont traité comme si je réagissais de manière excessive. Un jeune homme barbu n'arrêtait pas de me demander si j'avais pris quelque chose, insinuant une consommation de drogue, tandis que son partenaire vérifiait mes signes vitaux et les déclarait normaux. Ils ont dit que l'engourdissement d'une extrémité n'était pas une urgence à moins d'avoir d'autres symptômes comme une douleur thoracique ou un affaissement du visage. L'un d'eux a même suggéré que je faisais être une crise de panique. J'ai refusé de quitter le sol de mon appartement tant qu'ils n'acceptaient pas de m'emmener à l'hôpital. Et même là, ils ont clairement fait savoir qu'ils pensaient que je faisais perdre son temps à tout le monde. Les urgences ont été un cauchemar d'attente et de mépris.
Le médecin urgentiste, une femme à l'air épuisé nommée Dreko Tanaka, a fait un examen neurologique et a constaté l'engourdissement que j'avais signalé ainsi qu'une faiblesse dans ma jambe gauche. Elle a ordonné un scanner de ma colonne vertébrale, qui est revenu ne montrant rien d'aigu, pas de fracture, pas de masse évidente, rien qui n'expliquait mes symptômes. La Dre Tanaka a dit que le scanner était limité cependant, que si quelque chose se passait dans les tissus mous ou les structures nerveuses, j'aurais besoin d'une IRM. Mais obtenir l'approbation d'une IRM par les urgences pour des symptômes non urgents était presque impossible. Elle m'a recommandé de consulter d'urgence un orthopédiste ou un neurologue en consultation externe, m'a prescrit des analgésiques plus puissants et m'a donné mon congé. Quand j'ai demandé ce que j'étais censée faire pour ne plus pouvoir marcher correctement, elle m'a dit d'utiliser des appareils d'assistance si nécessaire et de prioriser absolument ce rendez-vous chez le spécialiste. Elle a imprimé les informations d'orientation et m'a renvoyé chez moi en Uber parce que je ne pouvais pas conduire. Obtenir un rendez-vous chez un spécialiste était comme essayer de naviguer dans un labyrinthe conçu pour épuiser les gens jusqu'à ce qu'ils abandonnent. L'orthopédiste ne pouvait pas me voir avant 6 semaines. La neurologie ne prenait pas de rendez-vous avant 3 mois. J'ai appelé le cabinet du docteur Hastings en suppliant pour qu'on m'aide à accélérer les choses, et son infirmière a dit qu'elle enverrait des demandes urgentes, mais qu'il ne pouvait pas faire grand-chose concernant la disponibilité des spécialistes. Pendant ce temps, je me détériorais. J'avais épuisé tous mes congés de maladie au travail, et je prenais maintenant des congés sans solde. Courtney a appelé pour dire qu'il devait discuter de mon statut d'emploi, que le cabinet ne pouvait pas garder mon poste indéfiniment pendant que je réglais des problèmes de santé personnelle. J'allais perdre mon travail, mon revenu, mon assurance maladie, tout cela parce que je n'arrivais à convaincre personne de comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Mes parents, qui vivaient dans l'Ohio, voulaient que je rentre à la maison, mais je ne pouvais pas me permettre de démissionner et de déménager sans savoir si je serais capable de travailler à nouveau. Une amie d'université, Priya, qui était en 2e année de médecine, est venue me voir un week-end et a été horrifiée par mon état. Elle m'a trouvée sur mon canapé, incapable de me lever pour ouvrir la porte. Mon appartement était en désordre parce que je ne pouvais plus faire le ménage. Priya m'a aidée à aller aux toilettes, m'a fait à manger, puis s'est assise et a commencé à poser des questions détaillées sur mes symptômes. Elle m'a fait tout décrire: la progression, les emplacements exacts de la douleur, le schéma de l'engourdissement. Puis, elle a sorti son téléphone et a commencé à faire des recherches, son visage devenant de plus en plus inquiet au fil de ses lectures. Elle m'a regardée et a dit très prudemment que ma constellation de symptômes pouvait indiquer plusieurs choses graves, notamment une compression de la moelle épinière ou des tumeurs, et qu'attendre des mois pour un spécialiste était potentiellement dangereux. Elle a dit que j'avais besoin d'une IRM immédiatement et que si mes médecins ne l'ordonnaient pas, je devais aller dans des urgences différentes et refuser de partir avant qu'ils ne fassent l'examen. J'ai suivi le conseil de Priya le lundi suivant, me rendant aux urgences d'un autre hôpital et expliquant mes symptômes à l'infirmière de tri avec une nouvelle urgence, soulignant les déficits neurologiques progressifs et l'échec des traitements conservateurs. Ces urgences étaient plus fréquentées, plus chaotiques, mais le médecin traitant, le docteur Mosa Brenner, a réellement écouté. Il a examiné les dossiers que j'avais apportés de ma visite précédente aux urgences et du docteur Hastings, et il a froncé les sourcils en les lisant. Il a fait son propre examen neurologique, et j'ai pu voir à son expression qu'il trouvait mes déficits significatifs. Il m'a dit qu'il ordonnait une IRM avec contraste de toute ma colonne vertébrale, que l'assurance pourrait se battre avec lui plus tard, mais qu'il ne me renvoyait pas chez moi sans imagerie. Le processus d'approbation a pris des heures. Le système automatisé de la compagnie d'assurance a refusé la demande à 2 reprises avant que le docteur Brenner ne prenne le téléphone et ne se dispute avec quelqu'un jusqu'à ce qu'il passe outre. J'ai finalement été emmenée pour l'IRM à 20h, 6 heures après être arrivée aux urgences.
L'appareil d'IRM était bruyant et claustrophobe, vrombissant autour de moi pendant que j'essayais de rester parfaitement immobile malgré la douleur. Le technicien a dit que cela prendrait environ 40 minutes pour la série complète de la colonne. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de méditer comme la Dreux me l'avait appris. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à ce qu'il pourrait trouver. Une partie de moi espérait qu'il trouve quelque chose, n'importe quoi qui expliquerait ce cauchemar et prouverait que je n'étais ni folle ni faible. Une autre partie de moi était terrifiée par ce que le fait de trouver quelque chose signifierait. Le technicien a terminé et m'a ramené dans mon box aux urgences, disant que le radiologue lirait les résultats dès que possible et que le médecin en discuterait avec moi. J'ai attendu encore 2 heures, regardant les autres patients aller et venir avant que le docteur Brenner ne revienne avec une tablette à la main et une expression que je ne pouvais pas lire. Il a tiré le rideau autour de mon lit et s'est assis sur le tabouret, et j'ai su à son langage corporel qu'ils avaient trouvé quelque chose. L'IRM montrait une masse dans ma colonne lombaire, plus précisément dans le corps vertébral de L3, avec une extension dans le canal rachidien, provoquant une compression significative des racines nerveuses. Le docteur Brenner m'a montré les images, pointant une zone blanche brillante qui ne devrait pas être là, expliquant que la masse était destructive, rongeant l'os et appuyant sur les nerfs qui contrôlaient mes jambes. Il a dit que le rapport du radiologue utilisait des mots comme suspect de malignité et caractéristiques agressives, ce qui signifiait qu'il pensait que c'était un cancer. Le mot cancer m'a frappé comme un coup physique. J'avais 24 ans. Cela faisait 3 mois que je disais au médecin que quelque chose de grave n'allait pas, et il me disait que j'étais trop jeune pour quoi que ce soit de sérieux, que c'était juste une élongation musculaire, du stress, ou dans ma tête. Et voilà qu'il y avait la preuve, d'un blanc éclatant sur l'écran de l'IRM, que quelque chose était en train de détruire ma colonne vertébrale pendant que les médecins ignoraient mes plaintes. Le docteur Brenner continuait de parler, disant que j'avais besoin d'une hospitalisation immédiate, d'une consultation urgente en oncologie, probablement d'une biopsie pour déterminer le type de cancer, et être d'une chirurgie pour décompresser ma moelle épinière. Les 72 heures suivantes ont été un flou d'admission à l'hôpital, de scans supplémentaires, de consultations avec des spécialistes que je n'avais jamais rencontrés et qui me parlaient sur un ton prudent et mesuré. Une oncologue orthopédiste nommée Drew-Viviane Cross est venue me voir le lendemain matin de mon admission. Une femme de grande taille aux cheveux striés de gris et aux mains stables. Elle a examiné mon cas et a dit qu'elle devait faire une biopsie de la masse vertébrale, mais que les caractéristiques de l'imagerie suggéraient fortement un sarcome d'Ewing, un cancer des os rares qui touchait principalement les jeunes. Elle a dit que si cela se confirmait, nous aurions besoin de bilans d'extension complets pour voir s'il s'était propagé, car les cancers des os pouvaient métastaser dans les poumons, d'autres os et des organes. La biopsie a été programmée pour le lendemain matin. Ils m'ont emmené en radiologie interventionnelle, où un radiologue a guidé une longue aiguille à travers mon dos, extrayant des échantillons de tissu pendant que j'étais consciente, mais sous sédation. Le pire n'était pas la douleur, qui était gérable avec les médicaments qu'il m'avait donnés. C'était la certitude, maintenant, que c'était réel, que j'avais un cancer, que ma vie venait de changer pour toujours. La pathologie est revenue 2 jours plus tard, confirmant un sarcome d'Ewing, une tumeur maligne agressive de l'os. La Dreux-Cross est venue dans ma chambre d'hôpital avec un oncologue, le docteur Alan T., un homme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et à la manière directe. Ils se sont assis et ont expliqué que le sarcome d'Ewing était rare, environ 200 cas par an aux États-Unis, principalement chez les enfants et les jeunes adultes. Il était tout à fait traitable s'il était détecté tôt, avec des taux de survie d'environ 70% pour les maladies localisées. Mais la phrase clé était « s'il était détecté tôt », et le mien ne l'avait pas été. Ils avaient fait les bilans d'extension scannés du thorax, TEP-scan du corps entier, et le cancer s'était propagé. Métastases dans les 2 poumons, dans mon bassin, dans 2 côtes,
Stade 4. Le docteur Alan Thie a dit que le taux de survie à 5 ans pour un sarcome de Ewing métastatique était d'environ 20%. Le traitement serait une chimiothérapie agressive, éventuellement de la radiothérapie, et peut être une chirurgie selon la réponse des tumeurs. Il me disait que j'avais une chance sérieuse de mourir avant d'avoir 30 ans, et je n'arrivais pas à le traiter. Mes parents sont arrivés cet après-midi-là, ma mère s'effondrant immédiatement en me voyant dans le lit d'hôpital avec des perfusions et des moniteurs. Mon père restait là, l'air anéanti, plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Ils avaient conduit d'une traite depuis l'Ohio, 9 heures sans s'arrêter. Après que je les ai appelés pour leur annoncer le diagnostic, ma mère ne cessait de demander comment cela avait pu arriver. Comment des médecins avaient pu rater un cancer pendant 3 mois alors que je leur disais que quelque chose n'allait pas. Mon père était plus calme, mais je pouvais voir la rage monter en lui, la façon dont sa mâchoire se serrait, dont ses mains restaient fermées en poing. Il m'a demandé les noms de chaque médecin qui m'avait vu, et je savais qu'il pensait déjà à des avocats, à la responsabilité. Mais d'abord, nous devions nous concentrer sur le traitement, sur la survie. Le docteur Alan Thie a dit que nous devions commencer la chimiothérapie en quelques jours. Chaque semaine de retard donnait au cancer plus de temps pour se propager davantage. Le premier cycle serait intense. 5 jours d'infusion en hospitalisation avec des médicaments qui me rendraient violemment malade, mais qui, espérait-on, feraient rétrécir les tumeurs. La chimiothérapie a été pire que tout ce que j'avais vécu, et j'avais déjà traversé 3 mois de douleurs cancéreuses non diagnostiquées. Les médicaments qu'ils m'ont donnés, vincristine, doxorubicine, cyclophosphamide, étoposide, entraient dans mes veines et ressemblaient à du poison se propageant dans mon corps. Parce que c'est ce qu'ils étaient. Du poison conçu pour tuer les cellules à division rapide, ce qui incluait les cellules cancéreuses, mais aussi les follicules pileux, la paroi intestinale, les cellules immunitaires. En quelques heures, je vomissais malgré les médicaments antinauseeux. En quelques jours, mes cheveux ont commencé à tomber par poignées. Ma bouche s'est remplie d'aftes douloureux. Mon énergie a complètement disparu. Je ne pouvais plus manger parce que tout avait un goût de métal et me faisait mal à la gorge à vif. J'ai perdu 15 kilogrammes au cours des 2 premières semaines. Mes parents se relayaient pour rester avec moi à l'hôpital. Ma mère dormait dans le fauteuil près de mon lit. Mon père passait des appels téléphoniques en colère dans le couloir, aux compagnies d'assurance, aux conseils de l'ordre des médecins et aux avocats. Entre les cycles de traitement, quand j'étais assez stable pour avoir des conversations, mes parents se sont assis et m'ont expliqué ce sur quoi ils travaillaient. Mon père avait contacté une avocate spécialisée dans les fautes professionnelles médicales, Isabelle Goldstein, qui s'occupait des cas de retard de diagnostic de cancer. Elle avait examiné mes dossiers médicaux et avait déclaré que j'avais un dossier solide contre le docteur Hastings pour retard de diagnostic. S'il avait ordonné une IRM quand je suis allée le voir pour la première fois il y a 3 mois, ou même 6 semaines plus tard quand je suis revenue avec des symptômes aggravés, le cancer aurait probablement été détecté à un stade précoce, alors qu'il était encore localisé. Le délai de 3 mois avait permis au cancer de métastaser, réduisant considérablement mes chances de survie. Isabelle a dit que prouver le lien de causalité que le retard avait directement conduit à de pires résultats était généralement le défi dans ces cas-là. Mais avec des cancers agressifs comme le sarcome d'Ewing, un délai de 3 mois était clairement significatif. Elle voulait aller de l'avant avec une action en justice, mais elle avait besoin que je sois d'accord. Elle m'a prévenu que le litige serait stressant et long, s'étalant peut être sur des années. J'ai accepté sans hésitation. Une partie de moi voulait que le docteur Hastings subisse les conséquences de m'avoir méprisée, de sa certitude arrogante que j'étais trop jeune pour quoi que ce soit de sérieux, d'avoir gâché 3 mois de ma vie, alors qu'un traitement précoce aurait pu me sauver. Mais la plus grande partie de moi voulait empêcher que cela n'arrive à quelqu'un d'autre, voulait qu'il y ait une trace de ce qui s'était passé pour que le prochain jeune souffrant de symptômes inhabituels ne soit pas écarté de la même manière.
Isabelle a déposé la plainte 3 mois après le début de mon traitement, alléguant une négligence médicale, un défaut de diagnostic et un écart par rapport aux normes de soins. La plainte détaillait chaque rendez-vous avec le docteur Hastings, chaque fois que j'avais signalé l'aggravation des symptômes, chaque fois qu'il avait attribué ma douleur au stress ou à une mauvaise posture sans enquête appropriée. Elle incluait des témoignages d'experts oncologues affirmant que les symptômes du sarcome d'Ewing étaient présents et auraient dû déclencher des examens complémentaires, que tout médecin compétent aurait dû reconnaître les signaux d'alarme chez une jeune patiente souffrant d'une douleur dorsale progressive et persistante et de symptômes neurologiques. L'affaire est rapidement devenue publique, reprise par les médias locaux avides d'histoires de fautes professionnelles médicales. Les titres s'écrivaient tout seuls. Le cancer d'une jeune femme rejetée comme du stress. Le médecin la trouvait trop jeune pour un diagnostic sérieux. Stade 4 au moment où quelqu'un l'a écouté. Mon histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux, partagée par des personnes ayant vécu des expériences similaires de mépris médical, en particulier des jeunes femmes, dont la douleur avait été attribuée à l'anxiété, aux hormones ou à la recherche d'attention. Les sections de commentaires se sont remplies de centaines d'histoires de diagnostics tardifs, de médecins qui n'écoutaient pas, de patients qui avaient eu raison sur leur propre corps et avaient été ignorés par des personnes diplômées en médecine. Le cabinet du docteur Hastings a été inondé de critiques négatives, sa note s'effondrant à mesure que d'anciens patients témoignaient de leurs propres soins dédaigneux. Le Conseil de l'Ordre a ouvert une enquête sur ces pratiques. La compagnie d'assurance de son assurance professionnelle a engagé une équipe de défense qui a immédiatement commencé à riposter. Pendant ce temps, je me battais pour ma vie à travers 6 mois de chimiothérapie qui détruisaient mon corps tout en essayant de le sauver. Le protocole de traitement pour le sarcome d'Ewing était brutal. Des cycles d'infusion de plusieurs médicaments toutes les 2 à 3 semaines, chacun me laissant plus faible que le précédent. J'ai développé une neuropathie dans les mains et les pieds à cause de la vincristine, des dommages nerveux permanents qui rendaient difficile le fait de sentir les choses ou de contrôler les mouvements moteurs fins. La doxorubicine a endommagé mon cœur, nécessitant une surveillance cardiaque et des ajustements de dose. Le cyclophosphamide m'a provoqué une cystite hémorragique, des saignements de la vessie qui étaient atroces. J'ai contracté 2 pneumonies parce que mon système immunitaire était décimé, passant des semaines à l'isolement sous antibiotiques intraveineux. Mes cheveux avaient complètement disparu, mes sourcils et mes cils aussi. Je ressemblais à une patiente cancéreuse maintenant, squelettique, pâle et visiblement mourante. Les gens qui m'avaient connue avant me reconnaissaient à peine. Les scanners après 3 mois de chimio ont montré des résultats mitigés. La tumeur primaire dans ma colonne avait rétréci de manière significative, ne comprimant plus ma moelle épinière aussi sévèrement. Certaines des métastases dans mes poumons avaient rétréci ou disparu, mais d'autres lésions étaient restées de la même taille ou avaient légèrement grossi. Le docteur Alanti a dit que c'était préoccupant, que cela suggérait que certaines des cellules cancéreuses étaient résistantes à la chimiothérapie. Il a recommandé d'ajouter de la radiothérapie sur les zones qui ne répondaient pas et éventuellement de passer à un régime de chimio différent. Nous devions aussi discuter de la chirurgie. La Drucross a expliqué que le retrait de la tumeur primaire dans ma colonne pourrait aider au contrôle de la douleur et prévenir une future compression de la moelle épinière, mais c'était une chirurgie massive. Couper à travers mon dos pour accéder au corps vertébral, retirer la tumeur et l'os affecté, reconstruire ma colonne avec du matériel métallique. La récupération durerait des mois, et les risques étaient significatifs, y compris la paralysie, si quelque chose tournait mal pendant la procédure. J'étais épuisée par les décisions, par les options terribles présentées comme des choix. Est-ce que je voulais un traitement agressif qui pourrait me tuer avant le cancer? Est-ce que je voulais une chirurgie qui pourrait me laisser paralysée? Est-ce que je voulais continuer à me battre quand mes chances étaient de 20% au mieux? Mes parents voulaient que je fasse tout, chaque traitement possible, parce qu'abandonner signifiait accepter que j'allais mourir. Mais c'est moi qui vivais cet enfer, et j'avais des moments où la mort semblait préférable à plus de chimiothérapie. Priya venait me voir quand elle le pouvait,
apportant ses manuels de médecine et étudiant dans ma chambre d'hôpital. Elle était la seule personne à qui je pouvais parler honnêtement de ma peur, du fait que je ne savais pas si se battre en valait la peine. Elle me tenait la main pendant que je pleurais et me disait que quoi que je décide, c'était mon choix, mon corps, ma vie. Ce soutien signifiait tout, alors que tout le monde me poussait à être courageuse, à continuer de me battre, à ne jamais abandonner. J'ai décidé de faire la chirurgie, en partie parce que la Drocross a dit que cela soulagerait ma douleur, qui était redevenue insupportable car la tumeur repoussait, en partie parce que je voulais avoir l'impression de faire quelque chose d'actif, de ne pas être seulement le réceptacle passif de poison par perfusion. La chirurgie a été programmée entre les cycles de chimio, quand mes analyses de sang s'étaient suffisamment rétablies. Mes parents sont revenus par avion pour l'occasion, restant dans la salle d'attente pendant 8 heures alors que la Dreux-Cross et son équipe travaillaient sur ma colonne. La chirurgie s'est bien passée techniquement. La Dreux-Cross a réussi à retirer toute la tumeur visible des vertèbres et à reconstruire ma colonne avec des tiges et des vis en titane. Mais la récupération a été brutale. Je me suis réveillée en soins intensifs, incapable de bouger mes jambes, et la terreur de penser que j'étais paralysée a duré jusqu'à ce que le bloc péridural se dissipe et que la sensation revienne lentement. La douleur était indescriptible, pire que tout ce que le cancer lui-même avait causé. J'étais sous une pompe à opioïdes continue qui m'a gardée dans le brouillard pendant des jours. La physiothérapie a commencé dans les 48 heures, un thérapeute me forçant à m'asseoir, à me lever, à faire des pas alors que mon incision hurlait. Le but était de prévenir les complications, les caillots sanguins, la pneumonie et l'atrophie musculaire. Mais cela ressemblait à de la torture. J'ai pleuré à chaque séance, suppliant d'arrêter. Mais le thérapeute était implacable, disant que nous devions continuer de bouger ou je ne marcherais plus jamais normalement. Il a fallu 2 semaines avant que je puisse aller aux toilettes sans aide, 4 semaines avant d'être transférée dans un centre de rééducation pour une thérapie physique plus intensive. Mes parents m'ont installée dans leur maison de l'Ohio après la rééducation, car j'étais incapable de retourner seule dans mon appartement de Seattle. J'avais perdu mon emploi des mois plus tôt, mon assurance continuait grâce au Cobra que mes parents payaient, et j'étais complètement dépendante d'eux pour tout. À 24 ans, j'étais de retour dans ma chambre d'enfant, chauve, marquée de cicatrices et être mourante, tandis que mes parents s'effondraient silencieusement en essayant de rester forts pour moi. La déposition pour le procès a eu lieu 6 mois après le début du traitement. Isabelle est venue chez mes parents avec un vidéaste pour enregistrer mon témoignage, car j'étais trop malade pour me déplacer jusqu'à un cabinet d'avocat. Je me suis assise dans le salon en portant une perruque qui n'avait pas l'air tout à fait naturelle, essayant de ne pas vomir à cause de la chimio reçue 2 jours plus tôt, et j'ai répondu aux questions sur chaque rendez-vous avec le docteur Hastings, chaque symptôme signalé. Chaque fois qu'il m'avait dit que j'étais trop jeune, trop anxieuse ou trop concentrée sur ma douleur, l'avocate de la défense, une femme sévère nommée Victoria Sloan, a essayé de faire croire que j'avais minimisé mes symptômes ou que je n'avais pas pleinement communiqué leur gravité. Elle a demandé si j'avais spécifiquement dit que je m'inquiétais du cancer, si j'avais exigé une IRM, ou si je l'avais juste suggéré de façon décontractée, si j'avais envisagé de demander un 2e avis. Isabelle a objecté à plusieurs reprises, mais j'ai répondu quand même, disant que j'avais fait confiance à mon médecin, qu'on m'avait appris à respecter l'autorité médicale et que je n'aurais pas dû avoir à exiger des soins appropriés. La stratégie de la défense est devenue claire lors de l'instruction. Il ne niait pas que le docteur Hastings n'avait pas ordonné d'imagerie. Il soutenait que même s'il l'avait fait, mon pronostic n'aurait pas été significativement différent. Ils ont fait venir leurs propres experts oncologues qui ont témoigné que le sarcome d'Ewing était souvent déjà métastatique au moment du diagnostic, qu'il n'y avait aucun moyen de savoir si mon cancer ne s'était pas déjà propagé 3 mois plus tôt, quand j'avais vu le docteur Hastings pour la première fois. Ils ont soutenu que la norme de soins n'exigeait pas d'IRM pour chaque jeune souffrant de maux de dos, que le docteur Hastings avait suivi les protocoles appropriés en essayant d'abord un traitement conservateur,
Ils m'ont dépeinte comme un cas malheureux de cancer rare qui aurait été au stade 4 peu importe le moment du diagnostic. Que le délai n'avait en fait causé aucun préjudice parce que le résultat aurait été le même. C'était un argument juridique intelligent, et cela m'a rendue furieuse parce que cela ignorait complètement les 3 mois où j'avais souffert sans diagnostic, la progression que j'avais observée dans mon propre corps. Isabelle a répliqué avec le témoignage d'expert du docteur Brenner, le médecin urgentiste qui avait finalement ordonné mon IRM, et d'autres oncologues spécialisés dans les sarcomes. Ils ont témoigné que le sarcome d'Ewing se présentait typiquement par une douleur osseuse progressive et des symptômes neurologiques s'il se trouvait dans la colonne, et que j'avais signalé des symptômes d'école qui auraient dû alerter. Ils ont expliqué que l'imagerie aurait dû être ordonnée dès que j'étais revenue voir le docteur Hastings avec une aggravation des symptômes et l'échec du traitement conservateur, que la norme de soins exigeait d'écarter une pathologie grave avant de conclure que les symptômes étaient psychosomatiques. Plus important encore, ils ont témoigné que les caractéristiques de ma tumeur, sa taille et son emplacement suggéraient qu'elle avait été localisée à ma colonne 3 mois plus tôt et que les métastases s'étaient probablement développées pendant la période du diagnostic tardif. Ils ne pouvaient pas le prouver avec certitude, mais le timing et la progression rendaient hautement probable qu'un diagnostic plus précoce aurait permis de détecter le cancer avant qu'il ne se propage. L'affaire est allée en médiation avant le procès, les deux parties acceptant d'avoir un médiateur neutre pour essayer de parvenir à un accord. La médiation s'est tenue au cabinet d'Isabelle à Cleveland, et j'ai insisté pour y assister malgré le fait d'être en plein milieu d'un cycle de chimio. Je voulais que le docteur Hastings me voie, qu'il regarde ce que sa négligence avait fait. Il est apparu dans un costume qui coûtait probablement plus cher que l'hypothèque mensuelle de mes parents, accompagné de Victoria Sloan et d'un représentant de sa compagnie d'assurance. Il ne m'a pas regardé une seule fois quand nous étions dans la même pièce, gardant les yeux fixés sur le mur ou sur les dossiers de son avocate. Le médiateur, un juge à la retraite nommé Gerald Flynn, nous a séparés dans des salles de conférences distinctes et a passé la journée à faire des allers-retours avec des offres de règlement. La première offre de la compagnie d'assurance était de 250 000 $. Une insulte. Isabelle a ri et a contre-attaqué avec 8 millions de dollars, faisant valoir mes pertes de salaire, mes frais médicaux, ma douleur et ma souffrance, et la chance importante que je ne survive pas jusqu'à 30 ans. La négociation a pris toute la journée, les chiffres grimpant lentement alors que la compagnie d'assurance réalisait que nous n'allions pas céder à bas prix. Ils ont offert 500 000 $, puis 750 000 $, puis 1 million. Isabelle a tenu bon, disant « Nous préférons tenter notre chance avec un jury qui verra une jeune femme mourir d'un cancer qui aurait pu être détecté plus tôt. » Elle avait mené des simulations de procès, avec des groupes de discussion qui avaient systématiquement rendu des verdicts supérieurs à 5 millions de $, compatissant envers une patiente ignorée par un médecin arrogant. En début de soirée, la compagnie d'assurance est revenue avec 2 millions de $, leur offre finale. À prendre ou à laisser, sinon nous irions au tribunal. Isabelle m'a prise à part et m'a expliqué les risques du procès. Les jurys étaient imprévisibles. L'argument de causalité de la défense pourrait résonner et je pourrais finir par n'avoir rien du tout. Elle a aussi expliqué que le procès n'aurait pas lieu avant au moins 1 an et a demandé doucement si j'étais certaine d'être encore en vie pour y assister. La question a fait mal, mais elle était juste. Mes scanners les plus récents avaient montré une réponse mitigée continue, certaines tumeurs étant stables, d'autres grossissant malgré le traitement. J'ai accepté le règlement, non pas parce que le montant semblait adéquat. Aucune somme d'argent ne pouvait compenser la perte de plusieurs années de ma vie ou les souffrances que j'avais endurées, mais parce que je voulais que la compagnie d'assurance du Dr Hastings paie des millions, je voulais qu'il soit inscrit dans son dossier professionnel qu'il leur avait coûté autant, je voulais que les futurs assureurs le considèrent comme un risque. Le règlement comprenait une clause obligeant le Dr Hastings à suivre une formation continue supplémentaire sur les protocoles de diagnostic des symptômes inquiétants chez les jeunes adultes. En substance,
Il admettait qu'il avait besoin de plus de formation pour faire son travail correctement. Cela n'incluait pas d'aveu de culpabilité, la compagnie d'assurance a refusé cela, mais tout le monde savait ce que ce paiement signifiait. Isabelle a également négocié qu'une partie des fonds du règlement serve à établir une bourse dans des écoles de médecine pour la recherche sur les retards de diagnostic et le mépris médical des jeunes patients, un projet d'héritage qui aiderait les futurs médecins à apprendre de mon cas. Mes parents étaient soulagés par le règlement, l'argent garantissant mes soins médicaux et leur offrant une sécurité financière si je ne m'en sortais pas. L'enquête du Conseil de l'ordre s'est conclue vers la même période, et leurs conclusions ont été accablantes. Ils ont examiné non seulement mon cas, mais toute la pratique du docteur Hastings, interrogeant d'anciens patients et révisant la documentation. Ils ont trouvé un schéma de soins méprisant, en particulier envers les jeunes patients et les femmes. Plusieurs cas où ils n'avaient pas ordonné les bilans appropriés pour des symptômes préoccupants. Plusieurs patients avaient déposé des plaintes au fil des ans qui avaient été écartées ou réglées discrètement. Le conseil a suspendu sa licence médicale pour 6 mois et a exigé une pratique supervisée et une formation en éthique avant une réintégration complète. Ce n'était pas assez, à mon avis. Il aurait dû perdre sa licence de façon permanente. Mais c'était quelque chose. La suspension a fait les gros titres des journaux locaux et la couverture médiatique l'a explicitement liée à mon cas, au règlement du procès, au cancer qui avait été manqué. Le cabinet du docteur Hastings ne s'en est jamais remis. Les patients ont fui vers d'autres médecins et, en un an, il a fermé son bureau et serait parti s'installer dans un autre État. J'aimerais pouvoir dire que le traitement a fonctionné, que la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie ont tué tout le cancer et que j'ai été guérie. Mais le cancer ne suit pas des arcs narratifs menant à des fins satisfaisantes. Après 9 mois de traitement, mes scanners ont montré une progression. Les tumeurs dans mes poumons grossissaient, de nouvelles lésions apparaissaient dans mon foie. Le docteur Alan T. a dit que nous pouvions essayer une chimiothérapie de 2e ligne avec des médicaments différents, mais les taux de réponse étaient faibles et les effets secondaires sévères. Il a aussi dit très doucement que nous pouvions discuter de soins palliatifs en nous concentrant sur la qualité de vie plutôt que sur un traitement agressif et d'un hospice quand le moment viendrait. J'avais 25 ans et mon oncologue parlait de soins palliatifs de fin de vie. Mes parents ne pouvaient pas l'accepter. Ils voulaient que j'essaie chaque traitement expérimental, chaque essai clinique, mais j'étais fatiguée d'être empoisonnée, fatiguée de la douleur, fatiguée de l'hôpital. J'ai dit au docteur Alanti que je voulais arrêter le traitement, que je voulais que le temps qu'il me restait soit passé à vivre, pas à mourir lentement dans un fauteuil de chimiothérapie. La conversation la plus difficile a été celle avec mes parents, leur annonçant que je renonçais au traitement. Ma mère sanglotait, me suppliant de continuer à me battre, disant qu'elle ne pouvait pas me perdre. Mon père était en colère, demandant comment je pouvais abandonner alors qu'il y avait encore des options, alors que les progrès médicaux arrivaient chaque jour. J'ai essayé d'expliquer que je me battais depuis 9 mois et que tout ce que cela avait fait était de me rendre plus malade, que je voulais passer mes derniers mois à faire des choses que j'aimais plutôt que dans des hôpitaux, que c'était mon choix. Priya était la seule qui comprenait, qui m'a serrée dans ses bras et m'a dit que j'étais courageuse de savoir quand c'était assez. Elle avait assez vu la faculté de médecine pour comprendre qu'un traitement agressif ne faisait parfois que prolonger l'agonie, sans l'empêcher. Elle a promis de me rendre visite aussi souvent que possible pour m'aider à rendre le temps qu'il me restait significatif. Mes parents ont fini par s'y faire, dévastés mais résignés, et nous avons commencé à organiser les soins palliatifs à domicile. J'ai tenu 8 mois de plus longtemps que ce que le docteur Alanti avait prédit. Les soins de l'hospice m'ont apporté du confort, gérant ma douleur sans les effets secondaires dévastateurs de la chimio. J'ai pu passer du temps avec ma famille et mes amis. J'ai eu de longues conversations avec mes parents sur tout et sur rien. J'ai regardé des films, lu des livres. Je me suis assise dans le jardin quand le temps le permettait. Priya venait les week-ends, étudiant pour ses examens à mon chevet, et je l'aidais en l'interrogeant sur l'oncologie. Ironiquement, mes cheveux ont repoussé, doux
et bouclé et différent d'avant. Je ressemblais de nouveau davantage à moi-même, même si je m'affaiblissais. Le cancer a fini par se propager à mon cerveau, provoquant des crises d'épilepsie et de la confusion. Et c'est là que j'ai su que la fin était proche. Je suis morte 3 semaines après mon 26 anniversaire, à la maison, entourée de ma famille, avec Priya tenant une main et ma mère l'autre. Ce n'était pas juste. J'aurais dû avoir des décennies de plus pour ma carrière, mes relations et mes expériences. Mais j'ai aussi accompli quelque chose avec le peu de temps que j'ai eu. Le docteur Hastings ne méprisera plus jamais la douleur d'un patient sans conséquence. Les étudiants en médecine apprendront de mon cas. Et quelque part, peut être qu'un jeune avec des symptômes inhabituels sera pris au sérieux parce que les médecins se souviendront de ce qui s'est passé quand ils ne l'ont pas fait. Cela doit compter. Cela doit signifier quelque chose, même si je n'ai pas pu voir le changement s'opérer. Merci d'avoir lu jusqu'au bout.